Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux faire le sujet de Terminal ES d'Amérique du Nord, mai 2019, l'exercice 4 sur les fonctions. Voilà. Donc, j'ai refait approximativement le graphique qui est présent dans le sujet. Donc, on me dit que j'ai une fonction f dont la courbe est représentée ici, en rouge. La fonction f est définie de 0 à 30, ce qui explique que la courbe soit tracée entre 0 et 30. Et on me donne des petites précisions. On me parle du point A qui a pour abscisse 0. On me parle du point B qui a comme coordonnée 5, donc il est bien à l'abscisse 5, et à l'ordonnée 0, comme précisé dans l'énoncé. Et on me précise aussi que la tangente à la courbe CF au point C, donc la tangente c'est la droite bleue, qui est tracée partiellement ici, d'abscisse 11, eh bien elle est parallèle à l'axe des abscisses. Dans la partie A, on me demande de la lecture graphique. Alors, on me dit de lire graphiquement f de 0. Alors, f de 0. L'image d'un nombre pour une fonction. Pour la trouver graphiquement, je dois me placer à l'abscisse qui est indiquée ici, en l'occurrence en 0, et je dois regarder l'ordonnée du point de la courbe qui était en abscisse 0. Donc, le point de la courbe qui a pour abscisse 0, c'est le point A. Et donc, je vais lire l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, c'est... Alors là, sur mon graphique, on ne le voit pas très bien, donc on peut reprendre vraiment le graphique qu'il y a dans votre sujet. C'est moins 11. Donc, f de 0 semble être égal à moins 11 sur le graphique. Alors, si jamais on vous avait demandé, par exemple, f de 16, ça n'est pas demandé, mais si on vous l'avait demandé, eh bien de la même manière, on se serait placé à l'abscisse 16, on serait remonté sur la courbe, on aurait repéré le point de la courbe rouge ici qui a comme abscisse 16, et on aurait regardé son ordonnée. Son ordonnée aurait été l'image de 16. Par exemple, ici, je ne sais pas, je dirais que ça vaut un peu entre 5 et 10, quoi, cette ordonnée. Voilà pour l'exemple. Désormais, on me demande f' de 0. Alors, quand on me demande f' de 0, il faut savoir que il y a un nombre dérivé et une image, ça ne se lit pas de la même manière sur la courbe. La courbe qui est tracée ici est celle de f. C'est pour ça que j'ai pu lire f de 0 en allant chercher le point sur la courbe. Mais si on me demande f' de 0, f' pour le lire, il ne faut pas que je regarde la courbe, mais il faut que je regarde les tangentes. Dès que je veux lire f' d'un nombre, il faut que je regarde les tangentes et plus la courbe. Donc je vais m'intéresser à ce qui est bleu sur ce graphique plutôt que ce qui est rouge puisqu'on me demande f' de 0. Comme il y a plusieurs choses bleues qui sont sur mon graphique, laquelle je dois regarder, quelle tangente je dois regarder, c'est indiqué ici. Puisqu'on me demande f' de 0, je vais regarder celle qui était tangente au point qui avait comme abscisse 0. Donc, le point qui avait comme abscisse 0, c'est le point A. Et donc, la tangente en A, c'est la droite bleue. Je vous rappelle qu'une tangente, c'est la droite qui ressemble le plus à ma courbe si jamais je zoome sur ma courbe. Effectivement, quand je prends ma calculatrice, si je zoome sur un endroit de ma courbe, eh bien, au bout d'un moment, je vais avoir l'impression que sur mon écran de calculatrice, la courbe ressemble à une droite. J'aurai tellement zoomé que je ne verrai plus forcément les courbures que je peux avoir. Donc, cette droite, c'est la tangente. Donc, f' de 0, il faut savoir que c'est le coefficient directeur de la tangente bleue qui est dessinée ici. Alors, comment on trouve le coefficient directeur d'une droite ? Eh bien, la méthode pour n'importe quelle droite, pas que pour les tangentes, pour n'importe quelle droite qui ne serait pas parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien, pour trouver le coefficient directeur, j'utilise deux points qui sont sur ma droite. Alors là, ça tombe bien, il y a le point A et il y a le point B, puisqu'on m'a précisé que B était sur la tangente, ça c'est écrit dans l'énoncé. Donc finalement, ma tangente, c'est la droite AB. Pour trouver le coefficient directeur d'une droite AB, je vais calculer la différence des ordonnées des points A et B divisé par la différence des abscisses des points A et B. Il ne me reste plus qu'à identifier les coordonnées de ces points. Alors le point B, l'énoncé me précisait que ses coordonnées c'était 5 et 0.
Le point A, eh bien, l'énoncé me précisait son abscisse qui valait 0, mais j'ai pu lire sur le graphique que son ordonnée valait moins 11. Je peux donc faire mon calcul et je vais trouver YB, c'est 0, moins YA qui vaut moins 11, divisé par XB qui vaut 5, moins XA qui vaut 0. Je me retrouve avec 0 moins moins 11, donc moins moins 11 vaut plus 11, divisé par 5. Mon coefficient directeur vaut donc 11 sur 5. Si j'aime bien avoir des écritures décimales, rien ne m'empêche de la déterminer. 11 divisé par 5 vaut exactement 2,2. Donc f' de 0 vaut 2,2. Enfin, on me demande, la dernière valeur que on me demande de lire graphiquement, c'est f' de 11. F' de 11, alors je remarque que c'est encore un nombre dérivé qu'on me demande. Donc je le classe de la même manière que la manière dont j'ai trouvé f' de 0. F' de 0, c'était le coefficient directeur de la tangente en bleu au point qui avait pour abscisse 0. Et bien f' de 11, c'est le coefficient directeur de la tangente en bleu ici au point qui avait comme abscisse 11, puisqu'ici je veux f' de 11. Alors cette tangente est très particulière puisqu'on m'a dit qu'elle était parallèle à l'axe des abscisses. Donc de temps en temps, on peut appeler ça une tangente horizontale puisque ça, quand je fais mon repère dans ce sens-là, eh bien je me retrouve avec comme un petit peu l'horizon qui est dessiné sur cette tangente. Donc du coup ici, une tangente horizontale comme n'importe quelle droite, pas forcément que les tangentes, mais n'importe quelle droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur vaut 0. Puisqu'effectivement, lorsqu'un coefficient directeur est positif, ma droite va plutôt être orientée comme ça. Lorsque le coefficient directeur est négatif, elle sera plutôt comme ça. Et donc, lorsqu'elle est vraiment parallèle à l'axe des abscisses, le coefficient directeur vaut 0. Alors je pourrais très bien le trouver avec un calcul comme celui-là, en choisissant deux points qui sont sur la droite bleue et en faisant cette même formule, différence des ordonnées sur différence des abscisses, j'obtiendrai 0. Mais sinon, je peux le dire directement en disant car la tangente à la courbe CF au point C est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà qui vient conclure ma première question de lecture graphique. Alors, la question 2, ça concerne une affirmation. On nous demande si cette affirmation est vraie ou fausse. L'affirmation, c'est que grand F est croissante sur 0,11. Alors attention, quand vous avez des affirmations comme ça sur grand F, petit f, il faut bien analyser une chose en tout premier lieu, c'est regarder la courbe qui est tracée et se demander quelle est la fonction dont la courbe a été tracée ici. Ici, c'est la fonction petit f qui a été tracée. Attention, ça n'est pas la fonction grand F qui a été tracée, c'est la fonction petit f. Ce qui veut dire que lorsque je vois une courbe ici avec des images qui augmentent, eh bien, ça veut dire qu'elle représente cette courbe une fonction croissante, mais qui est-ce qui est croissante? C'est petit f. Ça n'est pas grand F puisque cela n'est pas la courbe représentative de grand F. Donc, il y a certainement un piège dans lequel les créateurs du sujet veulent qu'on puisse tomber. C'est le fait que grand F est croissante sur 0,11. Attention, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, ne vous dites pas, je vois que la courbe ici
est en train d'augmenter au niveau des images entre 0 et 11 et que donc grand F est croissante, puisque ça n'est pas grand F qui est tracé sur ce graphique. Ça n'est pas la courbe représentative de grand F. C'est petit f. Donc, la question qu'il faut vous poser, c'est quel est le lien entre grand F et petit f? Comment, du fait d'avoir grand F qui soit représenté sur mon graphique, comment est-ce que je peux trouver des informations sur grand F? Alors, le lien, je vous le rappelle, entre une fonction et une primitive. Lorsque j'ai petit f est une fonction qui a un signe, des variations. Alors, si vous avez regardé plusieurs vidéos de Terminal ES, ça fait plusieurs fois que je vous parle de ces choses-là. Donc, signe, variation et une convexité. Voilà ce que vous devez pouvoir connaître pour des fonctions en ES. Donc, petit f est une fonction, elle a son propre signe, ses variations, sa convexité. Petit f, c'est la dérivée de la fonction grand F, puisqu'on m'a affirmé que grand F était une primitive de petit f. C'est un peu comme si grand F était la maman de petit f. Donc, la maman, c'est quand même une fonction à part entière. Donc, elle a son propre signe, ses propres variations, sa convexité. Voilà. Donc, ce sont des fonctions différentes, petit f et grand F. Si jamais je les traçais sur un graphique, elles n'auraient pas la même courbe. Un petit peu comme si vous et votre maman, vous êtes en fait des individus complètement différents, même s'il va y avoir des points qui pourront vous relier l'un à l'autre ou l'une à l'autre, eh bien, vous n'êtes pas identiques. Donc, petit f et grand F sont des fonctions différentes. Les liens que l'on peut faire, c'est les liens suivants. Comme grand F prime, c'est petit f. Quand je dérive grand F, je trouve que grand F prime égale petit f. Et donc, finalement, j'ai les liens entre une fonction et sa dérivée. Lorsque je veux savoir si une fonction est croissante, normalement, il faut que je regarde sa dérivée qui n'est autre que petit f. Et il faut que je regarde son signe, puisque son signe me renseigne sur les variations. Et oui, si je veux connaître les variations d'une fonction, je dois trouver le signe de sa dérivée, puisqu'il y a un lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Autre lien qui existe, mais que nous n'allons pas utiliser dans cet exercice, c'est que les variations d'une dérivée me donnent la convexité de la fonction. Le lien vert n'est pas utilisé ici, puisque moi, la question, l'affirmation, c'est grand F est croissante sur 0,11. C'est donc une question sur les variations de grand F. Les variations de grand F sont données par le signe de petit f. Alors, quel est le signe de petit f? Pour le coup, là, c'est la courbe représentative de petit f. Je peux donc voir qu'elle est tracée en dessous de l'axe des abscisses jusqu'à ce point-là, et puis qu'après, elle est tracée au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que petit f était négative entre 0 et l'abscisse ici où on coupe l'axe, et après, petit f est devenu positive. Or, si petit f est positive, cela veut dire que ma fonction grand F est croissante, et si petit f est négatif, cela veut dire que ma fonction grand F est décroissante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que grand F, entre 0 et 11, comme petit f est négative au départ, grand F va être d'abord décroissante jusqu'à cette abscisse, puis croissante de l'abscisse ici jusqu'à 11, puisque petit f sera positive. Donc, voilà ce qu'on va dire. On va dire que l'affirmation est donc fausse. Elle n'est pas croissante grand F sur 0,11, puisque elle va être au début décroissante puis croissante. Elle va être décroissante quand petit f était négative, donc de 0 jusqu'à ici, qui vaut à peu près 3,3, 3,4, quelque chose comme ça. Et après, de cette abscisse-là jusqu'à 11, eh bien, comme petit f est positif, ça veut dire que grand F, finalement, est croissante. Donc, l'affirmation est fausse. Alors, comment on peut rédiger ça?
On peut rédiger ça de la manière suivante. Par lecture graphique. Par lecture graphique. Petit f est négative sur 0 et on a dit 3,3 ou quelque chose comme ça. 3,3 ou 3,4. Alors de toute façon, c'est de la lecture graphique, donc on tolère les petites erreurs de lecture. Donc par lecture graphique, f est négative sur 0, 3,3. Donc, ou plutôt or, grand F est une primitive de petit f. Donc, grand F prime donc sur 0,30. Donc, grand F prime égale petit f. Et donc, grand F, finalement, est décroissante sur la portion de 0 à 3,3. Et donc, l'affirmation est fausse puisqu'on me disait grand F est croissante sur 0,11. Donc, même si elle est croissante après 3,3, peu importe. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'elle n'est pas croissante sur tout l'intervalle 0,11, puisque j'ai trouvé une portion où elle était décroissante. Donc, l'affirmation est fausse. Pour la partie B, on quitte la lecture graphique. On dit, on a une fonction f qui est définie, alors ce symbole veut dire pour tout. Pour tout x appartenant à 0,30 par f de x égale x au carré moins 11 exponentielle de moins 0,2x. Et on me dit qu'on a demandé des instructions à un logiciel de calcul formel. Donc le logiciel de calcul formel, c'est un logiciel qui est capable de faire des calculs de dérivés, etc., tout en gardant un inconnu x. Donc, le logiciel de calcul formel fonctionne toujours de la même manière. On donne des instructions, on valide, on appuie sur Entrée, et ça nous donne un résultat compilé par la machine qu'on utilise, le logiciel qu'on utilise. Donc, il faut apprendre à le décoder, c'est pas très compliqué. Regardez, instruction f de x égale, là on rentre la formule. Alors l'étoile, il faut savoir que dans beaucoup de logiciels, c'est la multiplication. Et donc du coup ici, on reconnaît x au carré moins 11 fois exponentielle, exp c'est la manière d'écrire e puissance, donc exponentielle de moins 0,2 fois x. Donc finalement, ce qui a été rentré ici, c'est bien f de x. Donc l'utilisateur dit f de x égale cette expression-là. Il a validé. Et du coup, le logiciel a enregistré dans sa tête la bonne expression. Et pour lui, pour le logiciel, cette expression s'appelle f de x. Deuxième instruction, l'utilisateur a mis dérivée de f de x. Donc il a demandé au logiciel la dérivée de f de x. Donc le logiciel sait que f de x était ça, puisqu'il vient de l'enregistrer dans la ligne d'avant. Et donc il la calcule et il trouve cette écriture-là. Cette expression-là, donc celle-là, en fait, ça correspond à la dérivée de f, puisque c'était ce qu'on lui demandait. Donc ça, c'est f' de x. Ensuite, on demande l'intégrale de f. Donc, pour le logiciel, f, c'est toujours ça. Et donc, il nous fait l'intégrale. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. En réalité, ici, nous, ça va plutôt être une primitive. Donc, quand on dit intégrale de f de x, ce qu'on voit ici, c'est la primitive. C'est une primitive de petit f. Donc, ça va être ce qu'on appellera très certainement grand F dans l'exercice. Donc, dans la ligne 2, ici, c'est f'. Et dans la ligne 3, ce sera certainement grand F, une primitive de petit f. On nous demande dans la première question de justifier le résultat de l'instruction obtenue dans la ligne 2. Donc, la ligne 2, c'est celle-là. Le résultat, c'était celui-là. Donc, en fait, on nous demande de justifier que f' vaut bien cette chose-là, cette expression-là. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je vérifie par le calcul, en dérivant f, que ça me donne bien cela. Donc, c'est parti. Donc, je vais dériver f. J'observe, pour dériver une fonction, j'observe ici, donc c'est la question 1, j'observe l'opération principale. Alors, l'opération principale, ici, c'est la multiplication. Donc, j'observe
dans chaque facteur qui compose mon produit s'il y a la variable. Oui, x au carré moins 11, il y a du x dedans. Exponentielle de moins 0,2x, il y a du x dedans. Donc, je vais devoir appliquer ma formule u fois v. Donc, pour tout x appartenant à 0,30, je vais nommer qui j'appelle u. U de x va être x au carré moins 11. Et v de x va être exponentielle de moins 0,2x, la deuxième partie. J'ai besoin de u' de x. U' de x, c'est la dérivée de x au carré moins 11. L'opération principale dans x au carré moins 11, c'est la soustraction. Je vais donc dériver x au carré, ce qui me donne 2x. Et je vais dériver 11, qui me donne 0, donc 2x moins 0. Je peux laisser que 2x. V' de x est égal à... Alors, pour dériver une exponentielle de ce type-là, je recopie mon exponentielle. Et devant, je vais multiplier par la dérivée de l'exposant. Donc, la dérivée de moins 0,2 fois x, eh bien, c'est moins 0,2. Ce qui me donne moins 0,2 fois l'exponentielle. Je peux donc appliquer ma formule ici pour retrouver f' de x. Donc pour tout x entre 0 et 30, f' de x, je peux le calculer en disant que c'est u' fois v, donc 2x fois exponentielle de moins 0,2x, u' fois v, plus u. Donc attention, dans u, il y a une soustraction, donc il faut bien que je mette mes parenthèses pour que tout le u, x au carré moins 11, soit multiplié par tout le v, moins 0,2, exponentielle de moins 0,2x. Cela me donne 2x exponentielle de moins 0,2x, plus je vais devoir développer. Alors, x au carré fois moins 0,2 exponentielle. Alors, le moins va rester. Donc, ça me donne moins 0,2. Alors là, je ne peux pas faire beaucoup de calculs, hein, donc tout se recopie les uns à la suite des autres. 0,2, x, en général, on met les nombres en premier. Ensuite, les x au carré, les x, tout ça. Et à la fin, l'exponentielle. Donc, x au carré fois moins 0,2. Donc, moins 0,2 x au carré fois l'exponentielle. Et ensuite, moins 11 fois moins 0,2 fois exponentielle de x. Alors là, pour le coup, eh bien, vous avez que moins 11 fois moins 0,2, on peut effectuer le calcul. Ça donne 2,2. Donc, moins par moins, ça va me donner plus. Et donc, 11 fois 0,2, ça fait 2,2 fois l'exponentielle de moins 0,2 x. Enfin, j'écale un petit peu mon tableau. Je m'aperçois que ici, soustraction, somme, et que j'ai un facteur commun à chaque fois qui est exponentielle de moins 0,2x. Je vais donc le mettre en facteur. Alors, si ça vous aide, on identifie bien où est le facteur commun. Et donc, je vais compter combien de fois il est là. Il y est, dans le premier, l'exponentielle, elle y est 2x fois. Dans le deuxième, l'exponentielle, elle y est moins 0,2 x au carré fois. Et dans le troisième, l'exponentielle y est 2,2 fois. Hop. Du coup, ça va bien me redonner le résultat qui était là. Il suffit que je reclasse dans le bon ordre, en plaçant d'abord les x au carré, moins 0,2 x au carré, puis les x, 2x, puis mon terme constant, 2,2, exponentielle de moins 0,2 x, hop, avec ma parenthèse. Voilà ce qui me justifie le résultat de la ligne de calcul numéro 2. C'est ce qu'on me demandait. Dans cette question 2 de la partie 2, on me demande d'étudier le signe de f' de x, que j'ai remarqué ici.
et ensuite de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, pour étudier le signe, une expression ici. Que ce soit pour f' ou pour une autre fonction, la méthode est toujours la même. La méthode, c'est comment étudier un signe. Eh bien, je repère l'opération principale, la dernière opération que je serai amené à effectuer si je remplaçais x par une valeur. Cette dernière opération, c'est la multiplication. Effectivement, si je remplace x ne serait-ce que par 1, je serai obligé de faire le calcul de la parenthèse, le calcul de l'exponentielle, et je finirai par multiplier mes deux résultats. Donc, l'opération principale est bien une multiplication. Quand c'est une multiplication, c'est plutôt réjouissant parce que ça veut dire que le signe d'un produit, je peux l'étudier facilement puisque j'ai la fameuse règle des signes apprise au collège qui fonctionne, c'est-à-dire que positif multiplié par positif, c'est positif, négatif multiplié par négatif, c'est positif, un nombre négatif multiplié par un nombre positif, c'est négatif. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais pouvoir faire un tableau de signes avec une ligne pour cette somme et une ligne pour l'exponentielle. L'exponentielle, le signe, c'est toujours strictement positif. Donc, ça va être facile de remplir le signe pour sa ligne. Le souci, ça va être moins 0,2x au carré plus 2x plus 2,2. Mais je reconnais ici un polynôme du second degré. Donc, je sais que je peux étudier son signe à l'aide du discriminant. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais étudier le signe de ce polynôme du second degré. Et du coup, je m'en servirai pour trouver le signe de f' de x. Donc, première étape, c'est étude du signe. Étude du signe de moins 0,2 x au carré plus 2x plus 2,2. Alors, je vais l'étudier sur R tout entier. Je ne vais pas me restreindre à 0,30. Je me restreindrai à 0,30 que lorsque j'aurai fini d'étudier sur R, parce que c'est plus simple pour moi de le faire sur R. Je vais calculer mon discriminant. Alors, le discriminant vaut b carré moins 4ac. Que vaut a, que vaut b, que vaut c? Le a, c'est le coefficient qui accompagne x au carré. Il vaut moins 0,2. Le b, c'est le coefficient qui accompagne le x. Il vaut 2. Et le c, c'est le coefficient constant, c'est 2,2. Du coup, b au carré moins 4ac, cela me fait 2 au carré moins 4 fois a qui vaut moins 0,2 fois c qui vaut 2,2. Alors ensuite, on fait le calcul. 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois moins 0,2 fois 2,2. Cela me donne 5,76. Je trouve donc que ce delta est strictement positif. Ce qui veut dire que mon polynôme a deux racines réelles et distinctes. Ce polynôme a deux racines réelles et distinctes. Donc, je vais les nommer x1 et x2. Alors, x1 est égal à... Donc, je peux écrire ma petite phrase. Donc, si je veux être très précis, ce polynôme a deux racines réelles distinctes. Distinctes, ça veut dire qu'ils ne sont pas égales. Deux points. Alors, on va les calculer ici. Il y a x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, ça me donne quoi? Moins b, ça me fait moins 2. Moins racine de 5,76 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois moins 0,2. Je fais mon petit calcul. Cela me donne moins 2 moins racine
de 5,76 divisé par 2 fois moins 0,2, ce qui me donne 11. Donc, je peux effacer ici. Cela me donne 11. Pour x2, donc c'est la même formule mais avec un plus avant la racine carrée de delta sur 2a, ce qui me donne moins b, donc c'est toujours b, c'était toujours 2, hein, donc moins 2 plus racine carrée de 5,76 divisé par 2 fois moins 0,2. Je refais mon calcul en remplaçant le moins par un plus. J'obtiens moins 1. J'ai donc que mon polynôme ici du second degré admet 2 racines, moins 1 et 11. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était son signe. Du coup, alors, ce que j'aime bien pour étudier le signe, il y a une méthode qui consiste à parler de A ici, du signe de A, etc. J'aime bien me refaire un petit croquis de la courbe qui représente mon polynôme du second degré. Donc je sais que les courbes qui représentent des polynômes du second degré, ce sont les paraboles. Donc je vais avoir une parabole, et comment je sais si ma parabole... Alors, donc j'ai une parabole. Ce que je sais sur cette parabole, c'est qu'elle va visiblement couper l'axe des abscisses, là où le polynôme du coup est égal à 0, donc en moins 1 et en 11. Donc là, je ne fais pas d'échelle, hein, c'est un petit croquis. Donc, ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est que x1 et x2, c'était 11 et moins 1. Donc, ça veut dire que ma parabole va passer par là et par là. Maintenant, ma parabole, j'ai deux possibilités. Soit elle est ouverte vers le haut, c'est-à-dire qu'elle va être dans ce sens-là. Soit elle est plutôt ouverte vers le bas, donc elle va être ouverte dans ce sens-là. Ce qui me dit dans quel cas je suis, c'est la valeur, plutôt le signe du coefficient petit a. S'il est négatif, ma parabole sera ouverte vers le bas. Et s'il est positif, ma parabole sera ouverte vers le haut. Comme ici il est négatif, eh bien ma parabole est ouverte vers le bas. Ce qui veut dire que ma parabole ressemble à ça. Du coup, le polynôme, je connais son signe. Regardez, cela veut dire qu'il était négatif pour les x avant moins 1, que pour les x entre moins 1 et 11, il est au-dessus de l'axe des abscisses, donc mon polynôme est positif, puis qu'après 11, il redevient négatif. Donc, le tableau de signes pour mon polynôme, dedans, je vais trouver un moins jusqu'à moins 1, un plus entre moins 1 et 11, et un moins entre 11 et plus l'infini. Donc, je le fais, j'efface la courbe et je le fais. J'ai donc un tableau de signes qui est le suivant. Donc, sur R, on part de moins l'infini, on va jusqu'à plus l'infini. Les valeurs importantes, on a dit moins 1 et 11. Et donc, mon signe, donc le signe du polynôme, donc il faudrait que je le réécrive, mais ça va être petit, x au carré plus 2x plus 2,2. Donc là, ce que j'ai marqué là, hein, c'est le polynôme qui est ici. Donc, en moins 1, j'ai trouvé qu'il valait 0 et en 11 aussi. Et grâce au petit dessin que j'ai fait juste avant, je sais que c'est négatif, puis positif, puis négatif. Et ça, c'est car j'avais observé qu'elle était ouverte vers le bas à cause du A qui était négatif. Donc, je peux dire car A est négatif. Donc, voilà, j'ai mon signe pour mon polynôme. Le souci maintenant, c'est que là, j'ai étudié le signe du polynôme sur moins l'infini plus l'infini. En réalité, moi, il ne m'intéresse ce polynôme que pour les x entre 0 et 30. Donc, je ne vais pas voir vraiment dans mon tableau de signes moins plus moins, puisque moi, je m'intéresse à un intervalle qui va de 0 à 30.
Eh bien, en réalité, je m'intéresse à la zone qui va de là à là. Donc, j'oublie dans mon tableau de signes, je vais oublier tout ce qui n'est pas dans 0,30. Ce qui veut dire que ce que je vais voir apparaître dans mon tableau de signes, c'est uniquement cette zone de 0 à 30, donc je vais voir plus 0, moins. Voilà ce que je vais trouver dans mon tableau de signes. Donc je vais effacer et je vais zoomer sur cette petite partie. Voilà, alors magie, j'ai tout effacé. J'ai commencé mon tableau de signes dans lequel je vais avoir ce facteur-là et celui-là. Donc pour l'instant, j'ai mis que celui-là pour voir comment on complète. Donc je ne le veux que sur 0,30, donc c'est la portion qui est ici, de 0 à 30. Donc la valeur importante, c'est 11. J'ai donc trouvé qu'en 11, mon polynôme valait 0, que avant 11, il était positif et qu'après, il était négatif. Voilà, donc sélection de cette petite portion du tableau ici. Du coup, je complète. Je veux maintenant le signe de l'exponentielle, donc exponentielle de moins 0,2x. Et je pourrais en conclure sur le signe de la dérivée, du coup du produit des deux, f' de x. L'exponentielle, elle, pour compléter, je sais qu'elle est toujours strictement positive. Donc ici, on peut rajouter car exponentielle est strictement, là je récite mon cours, hein, strictement positive sur R tout entier. Donc, en particulier sur 0,30. Du coup, quand je vais retrouver le signe de la dérivée, c'est le produit de ce facteur avec celui-là. Donc, quand les x sont entre 0 et 11, mon tableau me dit que le premier facteur ici est positif. Donc ça, c'est positif. L'exponentielle entre 0 et 11 est aussi positif. Donc ça fait positif fois positif, donc le résultat sera positif. Quand x vaut 11, vous voyez, je passe en revue tout l'intervalle. Quand x vaut 11, là, le 0 veut dire que mon polynôme valait 0. Bah oui, c'était la fameuse valeur de x1. C'était là où le polynôme valait 0. Donc, mon polynôme vaut 0. Donc ça vaut 0. L'exponentielle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle vaut un nombre positif. Donc 0 fois un nombre positif, cela me donne 0. Quand les x sont entre 11 et 30, mon premier facteur est négatif, le deuxième est positif. Donc quand je les multiplie ensemble, je vais retrouver un résultat négatif. Voilà pour l'étude de mon signe. Je peux donc en déduire les variations, puisque c'était ça qui m'était demandé. Puis dresser le tableau de variation. Donc je complète. Hop, je le mets à la suite. Variation de f. Je regarde si vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Sur 0,11, la dérivée est positive. Cela correspond à une fonction donc strictement positive, donc fonction strictement croissante. Puis dérivée strictement négative, donc la fonction est strictement décroissante. Il faut que je complète mes valeurs ici. Pour compléter mes valeurs, alors j'efface la petite phrase pour avoir la place de faire mes calculs. Je vais donc, ici, il faut que je calcule f de 0. Donc f de 0 égale, je remplace tous les x dans l'expression par des zéros. Alors attention, ce n'est pas cette expression-là, je suis en train de la montrer, mais ce n'est pas la bonne. Ça, c'est la dérivée. Moi, je veux remplacer dans la fonction f. Donc je reprends l'expression de départ. C'était x au carré, donc ça va me donner 0 au carré moins 11, fois exponentielle de moins 0,2, donc fois x normalement, donc fois 0 pour moi, puisque les x sont remplacés par des zéros. 0 au carré vaut 0, donc ça me fait moins 11, exponentielle de moins 0,2 fois 0 qui fait 0. L'exponentielle de 0 vaut 1, donc en fait ça me fait moins 11 fois 1, ce qui vaut moins 11.
Voilà, donc f de 0 vaut moins 11. Donc ici, je peux inscrire moins 11. Est-ce que vous voyez? Oui. Ensuite, ici, je vais calculer f de 11. Alors, f de 11 est égal à 11 au carré moins 11 exponentielle de moins 0,2 fois 11. Ce qui me donne 11 au carré, ça fait 121. 121 moins 11, ça me donne 110. Fois l'exponentielle de moins 0,2 fois 11, ça fait 2,2. Donc ici, je peux calculer avec ma calculatrice ce que ça me donne, mais ça va me donner une valeur approchée simplement avec la calculatrice, puisque la calculatrice va arrondir ici ma valeur. Donc, je vais garder cette valeur exacte, qui est 110 exponentielle de moins 2,2. Rien ne m'empêche de me noter quelque part la valeur approchée, donc ce serait environ 12,19. Voilà, je peux me le noter pour m'en souvenir, hein, que ça, c'est environ égal à 12,19. Ça pourrait me servir pour plus tard. Ensuite, il faut que je calcule l'image pour 30, donc ça c'était f de 11. L'image pour 30, f de 30, ça me donne 30 au carré moins 11, toujours pareil, hein, je reprends f de x et puis je remplace les x par des 30 exponentielle de moins 0,2 fois 30. Cela donne, donc, j'utilise ma calculatrice, 30 au carré moins 11. Alors, j'en avais peut-être pas besoin de ma calculatrice, mais bon. Effectivement, donc 30 au carré, ça fait 900. 900 moins 11, ça fait 889. Exponentielle de moins 6. Voilà. Donc pareil, hein, si je le tape à ma calculatrice, je vais avoir qu'une valeur arrondie. Donc ici, j'écris ma valeur exacte. Rien ne m'empêche de me noter à peu près ce que ça vaut. Alors, 889 exponentielle de moins 6, ça vaut à peu près 2,20. Donc, je peux me noter quelque part que ça vaut environ 2,20. Voilà pour le tableau de variation. Je vérifie que vous l'avez en entier. Oui, vous l'avez en entier. Ce qui conclut cette question. Alors, on attaque la question 3 qui nous demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0, 11. Alors, j'ai recopié ici le tableau de variation car c'est lui qui m'aide à répondre à ce genre de questions. Donc là, on peut remarquer que on me demande de montrer qu'il y a une solution, mais qu'on ne me demande pas de la trouver. Ou plutôt, on me demande dans la suite, après avoir prouvé qu'elle existait, on me demande une valeur approchée. Donc, on me dit que cette solution se situerait entre 0 et 11. Donc, les f de x, f de x a été égal à 0 pour un certain x, ici, que je ne connais pas, mais qui est censé être entre 0 et 11. Donc, on observe le tableau de variation. Et le tableau de variation me dit que les images, les f de x, au début, en 0, l'image vaut moins 11. Et les images augmentent pour les x qui augmentent de 0 à 11, pour finir, une fois que x vaut 11, en à peu près 12,19. Donc, si mes images sont passées de moins 11 à 12,19, avec une fonction qui était continue et qui était strictement croissante, ça veut dire qu'il y a eu un x ici. Je suis passé par un x pour lequel l'image valait 0, puisque moins 11 est négatif, c'est plus petit que 0. 12,19 est plus grand que 0. Donc, dans mon ascension ici, j'ai dû passer par 0. Ce qui veut dire qu'il y a un endroit où f de x vaut 0
Et cet endroit est appelé alpha. Voilà. Donc, c'est ce que je vais devoir prouver. Ça me fait penser au théorème des valeurs intermédiaires, au théorème de la bijection. C'est parti. Je vais rédiger ça. Donc, comment fait-on? Premier argument. Donc, sur 0, 11, eh bien, donc j'ai 3 arguments à donner. Le premier, c'est que ma fonction était continue, histoire d'être sûr ici que je sois passé par 0. Une fonction qui ne serait pas continue, on pourrait avoir l'axe des abscisses ici. Là, on sera en moins 11. Et puis, on pourrait imaginer qu'elle est comme ça, hop, et qu'elle reprend au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ma fonction n'a jamais été égale à 0. Donc, pour qu'elle soit égale à 0, il faut que je m'interdise de lever le stylo. Ce qui veut dire que ma fonction doit être continue. Du coup, je l'écris, f est continue sur 0, 11. Si je dois prouver qu'elle est continue, je veux dire que c'est parce qu'elle était dérivable. Ensuite, f est strictement croissante. F est strictement croissante sur 0,11. Alors pourquoi est-ce que c'est important ça? Toujours dans l'optique de mon graphique, eh bien, ma fonction, si je l'autorise à monter mais à redescendre entre 0 et 11, hop, là on va dire que c'est 11, eh bien, si je l'autorise à redescendre, puis remonter ma courbe, eh bien, je vais pouvoir avoir éventuellement plusieurs endroits où ma fonction valait 0. Donc moi, comme je veux prouver qu'il y a un unique endroit, eh bien, c'est très important qu'elle soit strictement croissante, car une fois que j'ai passé cet endroit-là, eh bien, je n'aurai pas d'autres endroits, car je suis obligé de monter ici jusqu'à mon abscisse 11. Donc, c'est pour l'unicité, cette phrase-là. Si j'enlève cet argument, j'aurai des solutions à l'équation f de x égale 0, mais je pourrais éventuellement en avoir plusieurs. Donc, c'est à ça que sert cet argument. Et ensuite, pour être sûr que je suis bien passé par 0, eh bien, il fallait que je sois en dessous au début. Donc, je vais dire que f de 0 valait moins 11. Et f de 11 vaut 110 exponentielle de moins 2,2. Et ça, c'est bien positif. Donc, j'ai un nombre négatif, un nombre positif. Je suis donc passé par 0. Donc, je vais dire, or, 0, le vert, pas celui-là, 0 appartient à l'intervalle moins 11, 110 exponentielle moins 2,2. Donc, j'aurais pu dire 0 est compris entre moins 11 et 110 exponentielle de moins 2,2. Donc, d'après le théorème de la bijection, alors certains du coup disent le théorème des valeurs intermédiaires, de la bijection, ce que j'appelle le théorème de la bijection, c'est le théorème des valeurs intermédiaires où j'ai rajouté cette fameuse hypothèse comme quoi la fonction était strictement croissante, ce qui apporte l'unicité de la solution, c'est-à-dire de dire qu'elle est unique. D'après le théorème de bijection, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, alors on lui a donné un nom, donc je vais le répéter, solution alpha sur mon intervalle 0, 11. Alors, on me demande une valeur approchée à 10 moins 2, donc à 2 chiffres après la virgule, au centième près, tout
ça c'est la même chose, de la solution alpha. Donc je vous remonte la méthode avec la calculatrice. Je rentre au préalable la fonction f dans ma calculatrice, ce qui est marqué ici, et je vais me servir du tableur. Donc, je vais dans définir table. Définir table, donc on me demande le début de la table que je souhaite. Alors moi, je vais balayer de 0 à 11. Donc le début de ma table, ça va être 0. Et dans un premier temps, je vais demander d'avancer de 1 en 1. Donc ça devrait me calculer les images automatiquement, puisque j'ai mis sur automatique, à partir de 0. Et pour les nombres de 1 en 1, donc 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Je vais dans table. Je me rends compte qu'en 0, ça fait moins 11. Pas de problème, c'est ce que j'avais ici. Et je me rends compte que pour 1, ça fait moins 8,87. Donc vous voyez, ça remonte doucement. Pour 2, moins 4,69, ça remonte doucement. Pour 3, moins 1,098, ça remonte doucement. Et pour 4, 2,24, hop, c'est remonté, mais trop. Puisque 2,24, c'est plus grand que 0, je suis plus haut. Donc ça veut dire que entre 3 et 4, il s'est passé le fait que je suis passé par le fameux alpha que je recherchais. Donc comme pour 3, l'image était négative, j'étais avant le 0. Pour 4, l'image est positive, je suis donc après. Donc 3 et 4 sont 3 est à gauche de alpha et 4 à droite de alpha. Donc je vais rectifier mon tableau et je vais le faire démarrer cette fois-ci entre 3 et donc je vais essayer d'avoir les valeurs entre 3 et 4 quoi, et donc je vais faire avancer ma table de 0,1 en 0,1 pour préciser. En fait, je suis en train de zoomer sur l'intervalle 3-4 pour voir ce qui s'y passe. Je valide, je retourne dans table, donc mon tableau démarre à 3 et avance de 0,1 en 0,1. Je vais repérer que entre 3 et 4, ça évolue, donc les nombres négatifs ici augmentent, on se rapproche de 0. Et entre 3,3 et 3,4, je suis passé d'un nombre négatif à un nombre positif. J'avais le moins, je ne l'ai plus. Donc en fait, mon alpha, il est entre 3,3 et 3,4. Je reprends du coup ma table, je la fais démarrer à 3,3 parce que je sais que c'est entre 3,3 et 3,4. Et je fais avancer de 0,01 0,01. Je retourne dedans, ça démarre bien à 3,3, puis 3,31, 3,32, etc. Et je me rends compte que je passe de négatif à positif. Je suis donc passé par 0 entre 3,31 et 3,32. Donc alpha, comme on me demandait de l'arrondir à 0,01 près, à 2 chiffres après la virgule, ou encore au centième, eh bien je sais que mon candidat ce sera soit 3,31, soit 3,32. Le problème, c'est que je ne sais pas de qui il est le plus proche pour l'instant. Donc, je vais aller voir un chiffre après la virgule en plus. Donc, je redémarre à 3,31. 3,31. Et je demande d'avancer de 0,001 en 0,001. 331, 311, 312, 313, 314, 315. Je me rends compte qu'entre 3,316 et 3,317, je suis passé de négatif à positif. Donc le alpha, il est entre 3,316 et 3,317. Donc en fait, alpha est entre 3,316 et 3,317, ce qui veut dire que si je trace un axe, je vais avoir 0,31, je vais avoir 0,32, c'était mes deux candidats, mais réellement alpha il est entre 3,116 et 117. Donc au milieu là, j'avais 0,315. Et donc, si mon alpha est entre 0,316, enfin 3,316 et 3,317, ça veut dire qu'il est ici. Je suis donc plus proche de 0, pardon, c'est pas des 0, c'est des 3, 3, 3, 3. Donc, je suis plus proche de 3,32 car je suis ici,
plus proche de 3,32 que de 3,31. Donc, quand alpha est entre 3,316 et 3,317, ça veut dire que la valeur arrondie à deux chiffres après la virgule, c'est 3,32. Alors, comment rédiger ça proprement? Eh bien, on va rédiger ça de la manière suivante. Je vais représenter mon écran de calculatrice. Mon écran de calculatrice, dans mon tableur, il me dit les x et les y. Je vais inscrire les deux valeurs qui m'ont aidé, 3,316 et 3,317. Les y associés, c'était quoi? Pour 3,316, c'était moins 0,021. Et pour 3,317, c'est 0,00128 pour ce que je vois. Bon, peu importe le nombre de chiffres après la virgule ici. Donc, alpha est entre 3,316 et 3,317. J'enlève ça, j'en ai plus besoin. Et donc, on me demandait une valeur arrondie, donc ça veut dire que alpha est environ égal à 3,32. Voilà pour cette question. Alors, pour la question 4, on me dit en utilisant sans le démontrer un résultat du logiciel. Donc, le résultat du logiciel, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'était la ligne 3 qui nous disait intégrale de f de x égale. Donc, le résultat de cette ligne nous donnait une primitive puisqu'on cherchait l'intégrale de petit f. Donc, c'est grand F dans cette ligne. Donc, grand F est une primitive de petit f sur 0,30. Ce résultat-là que j'ai retrouvé donc dans la troisième ligne de l'exécution du logiciel de calcul formel. On me dit sans le démontrer, je peux utiliser ce résultat. Donc, tant mieux. On me demande de calculer la valeur exacte de i qui est égale à l'intégrale de 10 à 20 de f de x dx. Alors, pour calculer une intégrale comme ça, je vais utiliser la primitive. Donc, j'aurais écrit ma primitive dans des crochets. J'ai moins 5x au carré moins 50x moins 195. Donc ça, c'est grand F que j'utilise. Exponentielle de moins 0,2x. Et je vais la prendre, cette primitive, entre 10 et 20. Donc, je remplace tous les x par des 20. Puis, je retire la même chose, mais avec des x remplacés par des 10. Je me retrouve avec moins 5 fois 20 au carré, moins 50 fois 20, moins 195. Le tout fois exponentielle de moins 0,2 fois 20, moins... Et je recopie ma primitive en remplaçant par des 10. Donc, moins 5 fois 10 au carré, moins 50 fois 10, moins 195, exponentielle de moins 0,2 fois 10. Alors, on me demande une valeur exacte. Donc, je vais calculer ce qu'il y a dans ma parenthèse ici. Alors, pour gagner un tout petit peu de temps, je vais le taper à la calculatrice, mais que ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, moins 5 fois 20 au carré. Donc, moins 5 fois 20 au carré, moins 50 fois 20, moins 195. Donc ça me donne moins 3195 exponentielle de, du coup, 20 fois 0,2, ça me donne 4. Donc exponentielle de moins 4. Moins, je vais calculer tout ce qu'il y a dans cette parenthèse. Donc, moins 5 fois 10 au carré, moins 50 fois 10, moins 195. Ça me donne moins 1195 exponentielle de moins 2. Donc, ça me donne moins 3195 exponentielle de moins 4 plus, moins par moins plus, 1195.
195 exponentielle de moins 2. Voilà ce que vaut i en valeur exacte. On me demandait ensuite une valeur approchée de cette intégrale arrondie à 10 moins 2. Donc je vais faire ce calcul et puis je vais arrondir à 10 moins 2. Donc i sera environ égal à, je tape tout ça sur ma calculatrice, donc moins 3195 exponentielle de moins 4 plus 1195 exponentielle de moins 2. Cela me donne environ 103,21 si j'arrondis à deux chiffres après la virgule, puisqu'en fait, normalement, ma calculatrice m'indique 207. Donc, deux chiffres après la virgule, je regarde le troisième, c'est un 7. Donc, j'arrondis à 103,21. Alors, dans la partie C, on me demande de faire une application économique. Alors, on me dit qu'en gros, la fonction f, qui était définie par f de x égale x au carré moins 11 exponentielle de moins 0,2x, et bien là, on l'a définie sur 5,30. Et du coup, cette fonction représente la demande. Alors, ça veut dire que lorsque je mets un x à l'intérieur, je fais mon calcul et ça va me donner la quantité d'objets demandés. Mais attention, le résultat que je vais trouver, par exemple, si je trouve 3, eh bien, l'énoncé me dit que ce sont des centaines de milliers d'objets. Donc, centaines de milliers d'objets. Donc, si je trouve 3, en fait, ça correspond à 3 centaines de milliers d'objets, c'est-à-dire 300 000 objets. Donc, je ferai toujours attention à mes conversions. Donc, on me dit calculer le nombre d'objets demandés au millier près lorsque le prix unitaire est fixé à 15 €. Donc, X, c'est le prix unitaire en euros. Donc, si je veux savoir la quantité d'objets demandés pour un prix unitaire de 15 €, eh bien, tout simplement, je vais calculer F de 15. Cela me donne, je remplace les x par des 15, donc 15 au carré moins 11, fois l'exponentielle de moins 0,2 fois 15. Je fais mon petit calcul. Alors, on m'a demandé d'arrondir. Donc, alors, 15 au carré moins 11, 214. Exponentielle de donc 0,2 fois 15, ça me donne 3. Donc, moins 3. Et donc, si je cherche une valeur arrondie de cela, ça me donne donc 214 fois exponentielle de moins 3, ça me donne environ 10,654. Alors, la question c'est combien de chiffres je dois me donner ici? Est-ce que 2 chiffres suffisent, 3 chiffres, 4 chiffres, etc. Moi, on m'a demandé de donner un résultat au millier près. Le résultat que je trouve ici, ce sont des centaines de milliers. Donc, par exemple, ici, ça me donnerait 10. Si j'arrondis à 10, ça me donnerait 10 centaines de milliers. Du coup, là, je n'ai pas arrondi au millier près. Parce qu'en fait, si je prends maintenant 10,6, je vais donc avoir 10,6 centaines de milliers. Donc 10,6 multiplié par 100 000. Donc, hop. Donc 10,6 centaines de milliers. Si je rajoute le 5, ça me remplace par 5. Donc là, j'ai bien au millier près. Si je rajoute le 4, j'ai à la centaine près. Donc, je vais arrondir simplement à 2 chiffres après la virgule. Ça me suffira à arrondir au millier près. Donc, j'arrondis puisque c'est un 4, je laisse un 5 ici.
Donc ça me donne cela. Et donc l'interprétation, c'est que le nombre d'objets demandés, donc pour un prix unitaire de 15 euros, le nombre d'objets demandés est de 1 065 000 objets. Voilà. Donc voilà pour la première question. Pour la question 2, on me dit en utilisant les résultats de la partie B, déterminer la demande moyenne arrondie au millier d'objets. Donc la demande, elle est donnée par f de x. Si je veux la demande moyenne, donc le f de x moyen sur un intervalle de 10, 20, il faut que je calcule donc la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle 10, 20. La définition de la valeur moyenne dans votre cours, c'est que la valeur moyenne de f sur l'intervalle 10, 20, ça vaut 1 sur la différence entre les bornes de l'intervalle, donc 20 moins 10, fois l'intégrale sur l'intervalle des valeurs de f, donc de f de x, dx. Donc, cela me donne 1 sur 20 moins 10, c'est 1 sur 10, fois l'intégrale de 10 à 20 de f de x dx. Alors là, on avait trouvé une valeur relativement compliquée, donc je vais aller la rechercher à nouveau. Donc la valeur arrondie devrait me suffire. Donc je vais mettre environ égal à, et donc j'avais trouvé, si je retourne voir dans ma partie B, j'avais trouvé que cette intégrale valait environ 103,21. Ce qui me donne finalement fois 1 dixième, donc ça va me faire 10,321. Et donc j'ai largement assez de chiffres, puisque on me parle en centaines de milliers d'euros, hein, c'est la même chose que tout à l'heure. Je vais avoir besoin simplement de 2 chiffres après la virgule. Donc le suivant c'est un 1, donc je vais pouvoir arrondir à 10,32 centaines de milliers d'euros. Donc en fait ça va me faire 10,32 fois une centaine de milliers d'euros. Et donc ça va me faire 1 032 000 pièces, objets. Donc la valeur moyenne, plutôt la demande moyenne, puisque F c'est la demande. Donc la demande moyenne, comment ils avaient formulé ça? La demande moyenne lorsque le prix unitaire varie entre 10 et 20 euros est de 1 032 000 objets. Donc bien sûr, c'est à peu près. Voilà pour la question 2. Dans cette dernière question, il est question de l'élasticité de la demande par rapport au prix. On me donne la formule de ce que c'est, et puis on m'explique, on me dit que c'est le pourcentage de variation de la demande pour une augmentation de 1% du prix. Donc la question, c'est est-ce que j'augmente de 1% le prix unitaire? Si j'augmente de 1% le prix unitaire, est-ce que ma demande va varier? Est-ce qu'elle va augmenter, diminuer? Et donc, de quel pourcentage? Voilà, c'est ça l'élasticité de la demande par rapport au prix. Quoi qu'il en soit, on me donne une formule en me disant de bien croire que c'est cette formule qui régit l'élasticité. Et on me demande dans un premier temps de calculer E de 15. Alors bêtement, je m'exécute. Je calcule, ça va me donner f' de 15 sur f de 15 fois 15.
Pour calculer f' de 15, je vais avoir besoin de ma dérivée que je me suis remarqué ici. Et donc, je vais appliquer en remplaçant les x par des 15. Je vais essayer de ne pas me tromper. Moins 0,2 fois 15 au carré, plus 2 fois 15, plus 2,2 exponentielle de moins 0,2 fois 15. Je prends ma calculatrice. Je calcule d'abord cette parenthèse. Ça me donne moins 12,8 fois l'exponentielle. Et donc le 0,2 fois 15, ça me donne 3, donc exponentielle moins 3. Ensuite, donc ça, c'est ce que j'ai ici. Donc ça me donne moins 12,8 exponentielle de moins 3 divisé par. Pour avoir f de 15, il faut que je me rappelle de ce que c'est qu'f de x. F de x, c'était x au carré moins 11 exponentielle de moins 0,2x. Donc f de 15, je remplace x par 15, ça va être 15 au carré moins 11 exponentielle de moins 0,2 fois 15. 15 au carré moins 11. J'ai déjà calculé tout à l'heure, je crois, mais bon, ça fait 214 exponentielle de moins, bon, c'est le même calcul que là-haut, de moins 3. Donc ça me donne 214 exponentielle de moins 3, le tout, fois 15. Je m'aperçois que les opérations ici sont des multiplications au numérateur et au dénominateur. Je peux donc simplifier par exponentielle moins 3 que je retrouvais. Cela me donne moins 12,8 sur 214 fois 15. Petit calcul sur calculatrice. Moins 12,8 sur 214 fois 15. Ça me donne, sous forme de fraction, ça me donne moins 96 sur 107. Et si je veux une valeur arrondie, cela me donne moins 0,897. Donc voilà. Voilà pour ce résultat. Élasticité pour 15, ça me donne cela. Donc on me demande d'interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice. Le résultat, je reprends la phrase de l'exercice, ça veut dire que quand le prix unitaire d'un objet est de 15 €, si j'augmente de 1% ce prix, il y aura une diminution, puisqu'ici l'élasticité est négative, une diminution de la demande de l'ordre de 0,897%. Donc si on arrondit ça à 0,9, il y aura une diminution de la demande de l'ordre de 0,9%. Voilà l'interprétation. Donc dans ce cas-là, l'augmentation du prix crée une baisse de la demande.